Bienvenue à ce 10e webinaire du réseau de soins palliatifs. 10 webinaires, ça commence à faire pas mal. En tout cas, je vous remercie d'être tous là. Je suis ravie d'accueillir Vanessa Young et Nathalie Butler qui sont assistantes sociales. On ne t'entend pas parler. C'est pas grave, c'est pas grave. Les participants m'entendent. Ça marche. Qui sont assistantes sociales et qui vont nous parler à propos de la prise en charge sociale en soins palliatifs. Merci beaucoup et bon webinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Butler, je suis assistante sociale au centre hospitalier de Haguenau et plus particulièrement à l'équipe mobile de soins de support et palliatifs. En tant qu'assistante sociale hospitalière, j'ai également des services de médecine interne et un service d'oncologie. Donc voilà, j'ai une vue assez large des choses. Je vous présente ma collègue, Madame Young, du coup. Voilà, donc Vanessa Young, je suis donc assistante sociale à l'hôpital de Bischwiller. Donc moi, je suis effectivement aussi à l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques, à l'unité de soins palliatifs et habituellement à l'hôpital de jour. Mais comme il est fermé, je suis aussi dans d'autres services gériatriques. Aujourd'hui, le but de notre intervention, c'est pas de vous faire un listing de toutes les prestations qui sont disponibles, de tout ce qu'on peut faire. C'est simplement vous sensibiliser à la question sociale dans la démarche palliative et son importance. Il y a une phrase qu'on a tirée d'un mémoire qui dit que tout ce qui n'est pas médical dans une situation quotidienne d'un malade relève du social. Et je trouve ça relativement juste, enfin toutes les deux, on trouve ça relativement juste. Voilà, on voulait aussi, au travers de ce webinaire, en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les médecins, les infirmières, les psychologues, en soins palliatifs, ils ont cette démarche de diffuser la culture palliative. Mais c'est vrai qu'au niveau social, c'est plus difficile. En tout cas, on constate que c'est quelque chose qu'il faut développer. Diffuser vraiment cette culture palliative au niveau des assistantes sociales et des services sociaux en général. Donc, c'était aussi le but, c'est de travailler sur la diffusion de cette culture, quoi. Tout à fait. Alors, c'est à moi en fait de parler. Alors, nous, on va être là pour accompagner le patient et sa famille. Et comme je vous le disais, le médecin, enfin tous les professionnels de santé autour du patient vont avoir une vision plutôt centrée sur le patient, sur ses symptômes. Et en fait, nous, notre travail, ça va être de prendre en compte toute la globalité dans laquelle le patient y vit et de prendre en compte son environnement, qu'il soit administratif, financier, psychosocial, et même son histoire de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi on est seul ou pas seul? Pourquoi il y a du monde? Et ça va venir, ça va prendre une place dans la situation finalement médicale, d'où l'importance de notre intervention. Et en fait, on va, nous, se centrer sur la personne et non pas sur la maladie. Effectivement, le médecin, les infirmières vont plutôt regarder la maladie, le symptôme, et nous, on va être autour pour prendre en charge le patient, la personne. Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte que effectivement, la maladie, elle impacte vraiment très fortement la vie sociale du patient, sa vie familiale, puisque tout va être un peu chamboulé, les relations vont changer, on va entrer dans une relation aidant-aidé, les besoins vont changer aussi, et du coup, les réponses qu'on va apporter vont aussi devoir être adaptées par rapport à cet impact de la maladie. On se rend compte que à l'hôpital, en fait, le patient, malheureusement, il devient vite un objet un peu médicalisé. Et c'est vrai qu'en soins palliatifs, on tend vraiment vers un travail encore plus d'humanisation. On essaie vraiment de prendre en compte tous les aspects, en fait, de la vie de la personne. Et on accompagne vraiment la vie. C'est ça qu'on veut aussi développer, c'est se dire que voilà, la personne est malade, oui, certes, en soins palliatifs, mais on veut vraiment accompagner la vie et que même en fin de vie, on peut avoir des projets, on peut avoir des désirs. Voilà, c'est un peu l'idée de notre travail, c'est de chercher à favoriser ça, quoi. Après, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que des familles vont nous dire, au vu de la temporalité des aides sociales, ça va prendre énormément de temps, donc on ne va pas faire de dossier. Mais si, parce qu'aujourd'hui, le patient, il est vivant, il est en face de nous, on est en face de la famille, donc ça, c'est important. Donc même si, par exemple, une allocation personnalisée d'autonomie, c'est 6 mois de délai d'instruction, on va quand même faire le dossier. C'est important parce qu'on est dans de la vie. Ce qu'on va faire aussi avec le patient et sa famille, c'est qu'on va reformuler un projet de vie.
C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir du soin ou du confort, il va y avoir forcément une demande sociale derrière. C'est-à-dire, s'il y a un symptôme douloureux, est-ce que ça va être, je ne sais pas, le lit médicalisé? Est-ce que la famille n'est pas à l'écoute parce qu'elle est épuisée, elle ne dort pas la nuit? Ou est-ce que c'est une dame qui regarde son conjoint manger et qui devient dégoûtée de manger elle-même, donc ne s'alimente plus? J'ai eu cette situation il n'y a pas tellement longtemps. Ça va être vraiment ce regard qui est vraiment global. Contrairement à nos collègues de secteur, il faut savoir que les services sociaux annexes sont très cloisonnés, c'est-à-dire que vous allez avoir une assistante sociale pour les enfants, une assistante sociale pour le handicap, une assistante sociale pour la dépendance, et que nous, on le voit puisqu'on est à la frontière de tous ces champs, que c'est très cloisonné et que les rencontres se font peu ou pas, par manque de temps, par manque de moyens, etc. Alors que nous, service social en soins palliatifs, on va essayer d'être le coordinateur de tout ça et de faire se lier ces champs d'intervention différents. D'où une vision globale sur tous les aspects de la vie du patient. Du coup, par rapport au choix de vie du patient, en fait, on va essayer de concilier à la fois les désirs du patient et à la fois les choix de la famille ou les difficultés de la famille. L'exemple type, hein, je pense que vous saurez de quoi on parle, c'est voilà, le patient qui veut rester à domicile, voire qui voudrait décéder à domicile. C'est vraiment le cas un peu typique. Et en même temps, on a la crainte de la famille d'assumer cette fin de vie, même ce décès. Il y a aussi souvent la culpabilité de la famille. Il y a des promesses qui ont été faites. Voilà, j'ai décidé que je lui ai promis que je la placerai jamais. Ou parfois le fait rien que d'être hospitalisé. Où on le voit beaucoup en équipe mobile, où le patient il a un parcours hospitalier énorme. Et à un moment donné, il a plus envie de retourner à l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Et donc, il y a la promesse de plus faire réhospitaliser. Il y a aussi le fait dans les couples d'être mariés. On entend hein, pour le meilleur et pour le pire. C'est pas maintenant que je vais l'abandonner, on va jusqu'au bout, je veux rien regretter après. Et donc, on va devoir un peu jongler entre tous ces aspects, entre voilà, le désir du patient, la difficulté de la famille quand même de gérer à domicile. Donc, c'est vraiment un accompagnement global qu'on va devoir faire et de tisser quelque chose avec les deux, quoi. Après, on est dans des équipes pluridisciplinaires, donc effectivement, on parle d'interdisciplinarité, on n'est pas là pour remplacer le psychologue, on n'est absolument pas psychologue, mais on est des professionnels de l'écoute. Et le fait d'être à l'écoute de tout ça va pouvoir aussi, nous, de dire à la psychologue, aux médecins, aux infirmières, attention, là, il y a une difficulté, on a senti ça, est-ce que tu peux ou pas y aller? Donc voilà, c'est vraiment important qu'on est là dans l'écoute, finalement, des choix de vie du patient et de sa famille. On va aborder aussi, notre vision sociale va nous permettre d'aborder les questions familiales pendant la maladie, mais aussi après le décès. On va pouvoir parler des obsèques, on va pouvoir accompagner les parents malades d'enfants mineurs, refaire du lien familial parfois. On a souvent des patients qui sont en rupture familiale depuis des années, donc on va essayer aussi de renouer tout ça. C'est ce que tu as déjà dans ta pratique. Certains patients, voilà, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu son fils ou sa fille, et là, il sent que la fin approche et il peut y avoir, pas toujours, hein, mais il peut y avoir le désir de retrouver, de recréer du contact avant de partir en fait. Donc voilà, c'est pas toujours évident pour la personne, le patient lui-même, de reprendre contact. Donc ça m'est déjà arrivé de dire voilà, est-ce que vous voulez que j'appelle moi vos enfants, de leur expliquer la situation. Ça peut être aussi au médecin de leur expliquer la situation médicale. Parfois ils sont pas du tout au courant. Donc voilà, on travaille en interdisciplinarité pour savoir qui fait quoi. Est-ce que le médecin veut les appeler eux-mêmes? Est-ce qu'il veut que ce soit un de nous? Qu'est-ce qu'on dit à la famille de la situation? Et puis, voilà, le moment de la rencontre aussi, comment ça doit se faire. Voilà, c'est des choses qu'on peut accompagner pour, voilà, toujours dans l'idée de ce lien familial à favoriser, quoi. En fait, on est des métiers du faire et du défaire, parce que ce qui va se dire le lundi, peut-être que le lundi d'après, ça va être vécu autrement. Le fait d'avoir libéré la parole dans un endroit donné va permettre à des enfants, à des parents de s'autoriser autre chose qu'ils avaient pensé, mais pas verbalisé. Donc voilà.
Oui. On en est où? Oui. Alors, c'est vrai qu'on se disait que quand on a préparé ce webinaire, c'est que en fait, une de nos grandes difficultés, c'est le rythme. En fait, le rythme du patient, le rythme hospitalier, le rythme des aides sociales, qui colle pas du tout. En fait, on est tout le temps en train de courir après le patient. En fait, hein. Voilà, on lui propose des aides à domicile, on lui propose de retrouver de la famille, on lui propose des choses, ou c'est lui qui le demande d'ailleurs, hein, ça dépend comment ça se passe. Et puis en fait, finalement, il se dégrade plus vite que ce qu'on pouvait s'y attendre. Donc on est tout le temps en train de courir après les choses. Et donc c'est important en fait pour nous en tant que professionnels, en fait d'être souple, de se dire voilà, on lance des choses, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que la maladie va rattraper, peut-être que le décès va arriver plus vite que prévu. Et donc faut accepter ça en fait, de pas s'enfermer dans un projet, que oui, faut se réadapter tout le temps en fait. De réévaluer aussi ce qui est possible, pas possible, et d'en parler avec le patient, avec la famille. Voilà, donc c'est ce qu'on relève. On va être en fait du liant entre le médecin libéral, l'infirmière libérale, avec les institutions. On parlait d'APA, d'allocation personnalisée d'autonomie pour les plus de 60 ans, ou la MDPH pour les moins de 60. On va être vraiment, j'ai l'impression, au centre de tout ça pour faire articuler les choses, pour que le patient, on puisse l'accompagner dans son projet. Parce que, pareil, à maintien à domicile, on peut voir aussi un problème d'accessibilité du logement, on peut voir un problème avec les enfants, on peut voir un problème avec ses parents, enfin, il y a même la protection juridique. Donc, voilà, c'est vraiment, on est vraiment le liant entre les différents partenaires. Pour nous, ce qu'il était important, c'est de vous faire comprendre qu'il faut nous appeler, on est à votre disposition, et que chaque situation est singulière, particulière et unique. C'est-à-dire que deux patients du même âge n'auront pas la même histoire de vie, n'auront pas fait la même chose, même s'ils ont la même maladie, on ne va pas proposer la même chose. Et donc, c'est ça, c'est important au niveau des aides sociales. On a l'impression que parce qu'on est dans les clous financièrement, on peut y avoir droit, mais non, pas du tout. Il y a des prestations légales, des prestations extra-légales, et c'est à nous d'orienter le patient et de voir sa singularité. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au niveau des aides financières qui permettent le maintien à domicile, donc voilà, le but, c'était pas de vous faire un catalogue des aides qui existent, mais en gros, c'est l'APA, la PCH, la dotation soins palliatifs. Mais c'est vrai que en fait, ça nécessite en fait une évaluation sociale vraiment pour pas non plus susciter des faux espoirs. Parce que parfois, c'est déjà arrivé que la première visite à domicile, par exemple, c'est le médecin, l'infirmière, la psychologue qui font la visite. Et qu'ils disent, voilà, on sent une famille en difficulté, on dit, on va pouvoir vous aider, on va mettre en place des aides, etc. Puis en fait, on se rend compte que finalement, non, la personne, elle n'est pas éligible pour X raisons. C'est souvent les histoires de plafond ou de caisses de sécurité sociale dont ils ne dépendent pas. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment important qu'on fasse attention à ne pas donner de faux espoirs et à être sûr de l'éligibilité en fait, du patient. Et ça, c'est vraiment notre travail d'évaluer l'éligibilité du patient à ses droits. C'est vrai que la dotation soins PAL, c'est seulement un complément des aides légales. Donc, on va d'abord aussi faire les autres dossiers avant de faire cette dotation soins PAL. Et puis, c'est vrai qu'on... Et à l'intérieur de cette dotation soins PAL, il y a quand même des spécificités. On ne peut pas passer par de l'emploi direct, on est obligé de passer par un prestataire. Plus maintenant, ça a changé. Oui, voilà, mais il faut faire l'avance des frais. Voilà, il y a quand même des subtilités. On peut prendre en compte des articles d'hygiène. La dotation soins PAL permet d'attendre une autre prestation. Enfin bon, on peut faire beaucoup de choses, mais pas sur catalogue en fait. Voilà, donc oui, en gros, ce qu'on voulait surtout vous dire, c'était que voilà, nous, en tant qu'assistante sociale, on est là pour faire l'interface entre les différents professionnels dans le but d'aider le patient dans sa vie quotidienne, en fait, vraiment dans les actes de la vie courante et au niveau de sa famille. Et donc, n'hésitez pas à appeler les assistantes sociales spécialisées. On est vraiment, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment de se spécialiser en soins palliatifs pour répondre au mieux aux besoins du patient. Et ça fait aussi partie de notre travail que de répondre à une interrogation de la médecine de ville, des infirmières libérales et autres, et de dire, là, j'ai telle situation, tel patient, qu'est-ce qu'on peut faire? Et notre travail, c'est de vous orienter du mieux possible. Donc, on va vous laisser la parole. Du coup, nous, on a dit l'essentiel de ce qu'on voulait dire. Alors, je ne sais pas si c'était à ce que vous attendiez, mais voilà. Par contre, on ne vous entend pas, donc...
On ne peut pas bouger la souris non plus. On peut pas bouger la souris non plus pour voir les discussions. Donc, on ne peut rien voir pour l'instant. Au secours, Marie. Voilà, elle arrive. N'hésitez pas si vous avez des remarques par rapport à ce qu'on a dit, des suggestions ou des partages d'expérience aussi. Et puis, voilà, en fait, là, vous avez les questions. Ah, super, ok. En fait, Isabelle, tu as les prestations légales et les prestations extra-légales. Les prestations légales, c'est tout ce qui est régi par rapport à la fonction travail. Quand on travaille, on a un brut, on a un net et on cotise à de l'invalidité, de la maternité, de la retraite, etc. Et ça, c'est des prestations qu'on appelle légales. Donc, c'est ça qu'on va devoir faire valoir en premier. Tout ce qui est des prestations extra-légales, c'est l'État qui l'a décidé et qui vient en plus. Donc, c'est volontariste, en fait. Voilà. Donc, ça va être ça va être l'allocation aux adultes handicapés, ça va être le RSA, le revenu minimum d'insertion, ça va être, qui s'appelle plus comme ça, mais voilà. Et ça va être pour le minimum vieillesse, l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Après, c'est des spécificités très sociales que chacune maîtrisons. Mais en gros, c'est en fait une aide légale, c'est ce que l'État a prévu de base parce qu'on a cumulé des droits. Et les aides extra-légales, c'est des aides volontaristes qui sont données en plus, en fait, selon les situations. Et donc, il y a des critères qui se surajoutent aux critères de base, quoi. Ça va, je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Merci. Peut-être des partages d'expérience sur ce qu'on a, des choses que vous voyez aussi, peut-être? Est-ce que vous vous retrouvez peut-être dans ce qu'on a abordé? Est-ce qu'on peut avoir des... Quel est le délai pour mettre en route l'enveloppe sans palliatif? Alors, dans l'absolu, c'est très rapide. On a une réponse en 72 heures de la sécurité sociale. Après, aujourd'hui, post-Covid, notre difficulté, ça va être de trouver du personnel. Oui. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, il nous faut bien 15 jours pour trouver une auxiliaire de vie qui pourra intervenir. Oui, en fait, ça dépend des secteurs géographiques aussi. On a des secteurs où c'est plus facile que d'autres, mais de manière générale, c'était déjà compliqué avant le Covid de trouver du personnel disponible, mais là, c'est encore autre chose, quoi. Donc, après, ça peut prendre un peu plus de temps. Le temps d'accord peut prendre un peu plus de temps si la famille, par exemple, ne nous donne pas l'avis d'impôt tout de suite. Mais on va dire que moi, quand je fais une dotation soins PAL, je me dis que... oui, on se dit que dans maximum 1 ou 2 semaines, on a le dossier, il est bouclé et on arrive à mettre en place les aides. Mais c'est vrai que la grosse difficulté, c'est les auxiliaires de vie, les gardes de nuit aussi, parce que c'était longtemps, on arrivait à mettre en place des gardes de nuit avec des prestataires. Là, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. En fait, il faut être inventive. Alors, il y avait une question... Ah, on va reprendre la première question, pardon. Du réseau, nous avons beaucoup de soucis avec le SIAD. Le SIAD, c'est un financement de la sécurité sociale, hein, donc c'est pas une contribution privée, hein, c'est pas sur fonds propres du patient. Donc là, je pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. Et après, le SIAD, on peut le compléter avec un prestataire, avec une auxiliaire de vie. Je vois que ça pour le moment, effectivement. Ouais, il faut cumuler les deux, du coup. On peut cumuler les deux, hein. Alors, pour auxiliaire de vie, donc nous avons maintenant accès. Oui, Isabelle, je viens de le découvrir, mais c'est génial, hein, tu vois, j'apprends aussi beaucoup de choses. Attention. Donc moi, je viens d'obtenir là pour une patiente pour de l'emploi direct, donc en chèque emploi service. Le souci, c'est qu'il faut que la personne fasse l'avance des frais, c'est-à-dire qu'elle elle paye donc l'emploi direct et les cotisations à l'URSSAF. Et sur présentation des bulletins de salaire et des règlements de cotisation à l'URSSAF, donc elle envoie ça à la Sécurité sociale et la Sécurité sociale rembourse donc à hauteur des 90% qui ont été accordés. Mais du coup, il faut que ce soit des personnes qui puissent faire l'avance des frais. Elles sont remboursées seulement après. En sachant qu'on a des plans d'aide quand même au minimum
800 € à 2000 €. Hein. C'est c'est pas 2 heures par semaine pour du répit. La moyenne, c'est 25 € de l'heure. Donc, ouais, moi, j'ai appris ça aujourd'hui, donc c'est super. On va pouvoir le travailler. Madame Latreille, alors, moi, je m'appelle Nathalie Butler, je suis assistante sociale au centre hospitalier de Haguenau. Je fais de l'inter et de l'intra-hospitalier puisque j'ai une casquette équipe mobile de soins de support et palliatifs avec l'unité de soins palliatifs. Et en intra, j'ai 3 services de médecine et un service d'oncologie. Voilà, donc moi je suis Vanessa Young, je suis donc assistante sociale hospitalière à l'hôpital de Bischwiller. Donc je suis aussi à l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques de Bischwiller, à l'unité de soins palliatifs gériatriques et sur d'autres services gériatriques. Voilà. Ok Véronique, on va lire les questions. Je pensais que tout le monde pouvait les lire, pardon. Alors Isabelle posait une question, délai pour le remboursement. Le remboursement de quoi? Je pense que c'est par rapport au chèque emploi-service, j'imagine, par rapport à la dotation soins PAL. C'est possible. Je pense. Alors, je n'ai pas encore de recul parce que la situation vient d'être accordée là, donc je ne peux pas. Ouais, ok. PSP. Ouais, je ne peux pas encore dire. Je sais pas le délai de remboursement. Après, comme normalement c'est versé rapidement au prestataire, quand c'est en mode prestataire, la dotation ne soit pas le verse dès envoi de la facture par le prestataire. Donc normalement ça devrait être rapide aussi. Je vois pas pourquoi ça serait pas rapide, mais voilà, l'expérience nous le confirmera, j'espère. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut que la personne puisse faire l'avance. Souvent, la situation en question, c'est une personne qui a un petit peu d'économie de côté, qui avait vraiment besoin d'aide là tout de suite maintenant. Donc, on a réussi à les mettre en place avec, voilà, c'était la société à la croisée des temps. Oui, la croisée des temps. Voilà, donc on a réussi à mettre ça en place. Mais du coup, on a pu le faire parce qu'elle pouvait puiser dans ses économies, en fait. Hein. Après, on va pouvoir aussi solliciter, toi tu le fais de temps en temps, la Ligue contre le cancer, qui est vraiment acteur sur le département et qui peut proposer certains remboursements sur facture. Voilà, il suffit de faire la demande. Il y a une commission par mois et Hélène Steiner est aussi très active dans tout ce qui est cancéro et soins PAL. Donc, c'est un partenaire. Oui. Oui, la Ligue, on les a déjà sollicités pour autant d'ailleurs pour les aides à domicile que pour d'autres choses. Hein. J'avais déjà eu une patiente avec des revenus très très faibles et elle n'avait plus de quoi se chauffer en fait. Et la Ligue a accordé pour du chauffage par exemple. Donc, c'est ce qui comptait dans le confort puisque le but c'était qu'elle reste à la maison. Si elle n'y avait pas de chauffage en plein hiver, on aurait été vraiment en difficulté. Quoi. Donc, Alors, il y a une question de Stéphanie Caudron. Pourquoi il faut toujours passer par un prestataire pour les AVS? Ne pourrait-on pas aussi trouver des AVS privés qui sont déjà parfois en place quand une MSP commence à intervenir? En fait, c'est la question des sous. C'est-à-dire que si tu as une famille aisée qui peut assumer 2000 € par mois, puisque la dotation soins PAL, elle viendra après, on ne connaît pas les délais de versement. Donc, c'est une question d'avance de frais. Les auxiliaires de vie privée, elles ont droit à des congés aussi, des congés payés. Elles peuvent être en arrêt de travail et dans ces cas-là, ne sont pas remplacées. Donc, c'est vrai que c'est aussi une question de facilité de passer par un prestataire. Certains forment leur personnel, ont des psychologues et certains sont quand même très professionnalisés par rapport à une auxiliaire de vie privée. Après, voilà. Après, sur le principe, s'il y avait une auxiliaire de vie privée avant dans la situation et que ça se passe super bien et qu'elle est compétente pour faire ce qui est attendu d'elle, il n'y a aucune raison qu'on passe à un prestataire si la personne peut faire de l'avance des frais. Mais souvent, le problème, c'est ça, c'est qu'elle ne pourra peut-être pas faire l'avance des frais. Après, si les droits à pas, par exemple, étaient accordés déjà avant pour les heures qui sont en place, on peut garder les heures qui sont en place avec cette auxiliaire de vie privée et rajouter un prestataire pour ce qu'il faut rajouter. On peut faire les deux, quoi. On peut cumuler les deux. Mais c'est vrai que augmenter les heures d'auxiliaire de vie privée, ça va être difficile si la personne, déjà, d'une part, ne peut pas financer les frais d'avance, quoi. Et puis après, il faut aussi que l'auxiliaire de vie privée, elle ait le temps dans son planning de rajouter des heures. C'est aussi ça. Donc, il faut voir ce qui est possible ou pas, mais sur le principe, on peut. Ok, merci. De rien, Stéphanie. Vous l'avez compris, on est un métier d'inventivité aussi parce on a l'esprit assez rapide pour trouver des solutions, pour essayer de réfléchir qu'est-ce que je peux solliciter, quoi, est-ce qu'on est dans les clous. Donc voilà, je vous parlais du liant et d'être inventive, surtout.
Alors, je lis, hein. Ravie à toutes. Bonjour à toutes, ravie d'apprendre cette nouvelle mesure de possibilité d'emploi direct pour la dotation soins PAL. Un membre de la famille peut-il être rémunéré dans ce cadre-là ou c'est une exclusion comme pour l'APA? Alors, ça, je ne sais pas. Question complexe. Alors, pour l'APA, on n'est pas indemnisé comme un travail. C'est ce que je dis souvent aux familles. C'est vraiment une indemnisation qui ne va pas couvrir l'investissement en temps et en argent de la personne de la famille. C'est comme pour la prestation de compensation du handicap, ça va être une indemnisation qui peut varier de 100, 200, 300 euros, mais je n'ai jamais vu plus. Par contre, dans le cadre de la dotation soins PAL, je ne sais pas. Moi, je le découvre là et c'était pas pour la famille, c'était pour des auxiliaires de vie, donc je ne peux pas Ça, vraiment répondre. on va demander. Après, pour l'APA, c'est plus, ça a été exclu à un moment donné, mais l'emploi direct de la famille n'est pas exclu pour l'APA. Je ne sais pas si j'ai compris juste ce que vous dites. Enfin, j'ai cru comprendre. Le conjoint, par contre, est exclu, effectivement. Oui, ça, c'est juste. Donc, j'espère qu'on a été clair. On vous remercie de votre écoute. S'il y a vraiment une chose à retenir, c'est de nous appeler. N'hésitez pas. Le réseau vous donnera nos coordonnées, il n'y a pas de souci. Nos lignes directes, notre mail. Et vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Encore merci. Oui, merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci à vous tous. Beaucoup.